Bonjour à tous. Les 9, 10 et 11 juin dernier s'est tenu hommage à un colloque qui s'intitulait « Les Juifs et les autres minorités dans l'islam méditerranéen ». Ce sont des rencontres qui étaient placées notamment sous la direction de l'historienne Lucette Valency et des débats qui ont été enregistrés et qui vont être publiés, qui ont été publiés sur ce site Academ. Vous pouvez en voir donc l'intégralité. Il se trouve que dans son exposé d'ouverture, qui avait pour titre « Des sociétés plurielles à la disparition des minorités », tableau critique, Madame Valency donc a vivement et assez longuement critiqué, mis en cause les travaux sur la question de l'historien Georges Bensoussan, à qui Academ donc se devait de donner aujourd'hui un droit de réponse. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Antoine Mercier. Alors, donc c'est le premier quart d'heure de cette intervention de Madame Valency qui fut effectivement consacrée à une critique très sévère de vos thèses sur la situation des Juifs en terre d'islam, thèse notamment contenue dans votre livre paru en 2017 sur les Juifs du monde arabe, La question interdite, chez Odile Jacob. Alors, pour résumer, pour essayer de résumer en gros l'une des premières critiques, c'est que Madame Valency vous accuse de noircir le tableau de cette situation, de vous livrer, je cite, à une histoire lacrymale qui ne tiendrait compte donc que des aspects négatifs et pas des aspects positifs, et même des aspects de collaboration, de coexistence pacifique positive entre juifs et musulmans dans ces pays. Est-ce que vos lunettes seraient unidirectionnelles, que vous ne pourriez pas voir les deux parties les deux côtés de cette situation? Alors, avant de vous répondre à cette question d'optique, qui est intéressante en soi, je voudrais vous dire que j'ai été moi-même très surpris quand j'ai enfin visionné la conférence d'ouverture. Cette conférence inaugurale, il faut le rappeler, n'avait rien d'académique. C'était un véritable réquisitoire. Ça ressemblait, vous l'avez dit d'ailleurs à mot couvert, d'un règlement de compte. Et un règlement de compte d'ailleurs qui m'a d'autant plus surpris par la méthode que nous avons eu droit à une attaque en règle, personnellement 11 minutes, mais il y a eu d'autres personnalités du monde historien qui ont été attaquées, dont Paul Fenton, entre autres, ou David Littman, qui étaient les auteurs d'un remarquable ouvrage, L'exil au Maghreb, en 2010. Et la méthode m'a surpris parce que nous n'étions pas là pour répondre. Et nous avons eu droit à une attaque en règle sur une conférence inaugurale de 50 minutes qui a bien duré environ 40 minutes. Et 11 minutes pour moi-même. Alors, avec en plus un procédé d'amalgame qu'il faut souligner, parce que là, plusieurs noms ont été amalgamés, dont certains n'ont strictement aucun rapport les uns avec les autres. Et je crois qu'on a eu affaire, au-delà de cet aspect règlement de compte, qui est assez vulgaire au demeurant, à une opération de reconquête politique qui était obsédée par la droitisation. La droitisation de la société française, nous serions les fruits de cette droitisation, la droitisation de la société israélienne également, et avec en même temps une entreprise, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, une entreprise de délégitimation de ceux qui sont peut-être un peu plus lus qu'eux, un peu plus écoutés qu'eux, et d'une certaine façon qui s'écartent de la doxa traditionnelle du vivre ensemble. C'est peut-être ça qui a choqué. Alors, quand je dis que cette conférence inaugurale n'avait rien d'académique, je voudrais relever quand même certains termes que j'ai notés. Notre analyse, l'analyse de Paul Fenton ou la mienne, est qualifiée de pathologie, je cite, de contagion, d'épidémie. Il y a là tout un vocabulaire morbide, emprunté au vocabulaire médical qui nous qualifie. À mon propos, personnellement, j'ai eu droit au qualificatif d'obsession, procureur de l'islam et du monde musulman, redresseur de tort et qui voit l'islam comme un ennemi, je cite, homogène et constant. Alors, de quoi s'agit-il? Encore une fois, au-delà de l'attaque personnelle, il s'agit d'une stratégie de censure qui est d'ordre sémantique. M'accuser d'essentialisme, c'est-à-dire m'accuser de racisme, ça vise à faire quoi? Ça vise à faire taire, à ne plus être lu, à ne plus être invité, et en un mot, à dire à ses auditeurs, mais comment perdez-vous encore votre temps à lire fondamentalement un auteur raciste comme lui? Donc, ça n'est pas de la censure au sens de l'État, mais c'est carrément de la censure nouveau style qui consiste à jeter l'opprobre sur un individu, non pas par le terme raciste, parce que ça supposerait des poursuites judiciaires, mais par le terme essentialiste qui signifie exactement la même chose. Ce qui est frappant, c'est que l'ouvrage sur lequel Madame Valency s'attarde, ça n'est pas seulement les Juifs du monde arabe chez Odile Jacob en 2017, c'est bien davantage Juifs en pays arabes, le grand déracinement, publié en 2012 aux éditions Talendier. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce livre, Juifs en pays arabes, était au cœur de l'accusation portée contre moi par le CCIF, qui a été dissous après l'affaire Samuel Paty, en 2017 lors de mon propre procès devant la 17e chambre correctionnelle. Cet ouvrage revenait constamment
dans la bouche de mes accusateurs, des différents avocats qui représentaient mes accusateurs. Alors évidemment, je n'assimile pas Mme Valenzy à ces gens-là, loin de là. Mais je suis quand même frappé par cette coïncidence que ce livre-là, visiblement, les a beaucoup dérangés. Alors vous m'avez posé une question précise. Oui, parce que j'aimerais qu'on en revienne finalement au débat. Essentialiste. Moi, du coup, en écoutant cette conférence inaugurale, j'ai relu l'introduction « Un juif en pays arabe » qui date désormais de 9 ans. Et voici ce que je lis, page 18. La condition juive, c'est moi qui écris cela, hein, la condition juive en terre arabe est devenue un miroir de nos passions politiques, âge de persécution pour les uns, âge d'or pour les autres. Cette variation entre des lectures extrêmes est en soi le symptôme d'un piège idéologique. Bon, fin de citation. Je veux dire par là simplement que ce mythe de l'âge d'or a été fabriqué au XIXe siècle à l'Andalous et ça fait partie aujourd'hui de la doxa. Et j'ajoute dans cette introduction, je termine là-dessus, le contre-mythe tout aussi répandu et simpliste souligne, lui, l'horreur absolue de la condition juive en terre d'islam et sert de machine de guerre dans le conflit en cours. Croire à l'intolérance fondamentale de l'islam et à un antijudaïsme éternel du monde arabe comme à une harmonie d'autrefois brouillée par le sionisme constitue un double mythe. Et à force de prévenir le mythe de l'âge d'or, de nombreux intellectuels ont versé dans une histoire lacrymale faite tout entière de souffrance. Fin de citation. Je dénonce l'histoire lacrymale, page 18 de mon introduction. On vous accuse. Mais quand même, Georges Bensoussan, reprenons ce que dit Mme Valency. Notamment, elle fait un tableau en disant il y a des côtés négatifs, certes, oui. Un statut d'infériorité, d'oppression, mais il y a aussi des côtés positifs, la possibilité pour les Juifs, malgré tout, de vivre dans ces pays-là relativement souvent d'une bonne manière. Et puis, il y a même des côtés de collaboration qui ont créé des associations, qui ont été fructueux dans cette association. Oui. Est-ce que ce tableau-là, finalement, qu'elle propose dans la conférence, est-ce qu'il vous convient? C'est parfaitement vrai. Simplement, lorsqu'elle dit que si j'avais regardé les archives de Livourne, les archives de Venise ou les archives du fisc tunisien, je me serais aperçu qu'il y avait toute une mince élite de la bourgeoisie juive tunisienne ou autre qui a accédé à des postes très importants. Je dis simplement, mais qu'est-ce que ça change au sort de la grande majorité des Juifs de ce monde-là? Est-ce que le fait d'avoir une petite bourgeoisie comprador, c'est-à-dire bourgeoisie spécialisée dans le négoce international sur les ports du Maroc, de l'Atlantique marocain, qu'est-ce que ça change à la misère du Mellah de Marrakech, de Rabat, de Fès ou de toutes ces grandes villes du Maroc que l'on connaît strictement rien? C'est-à-dire qu'il y a toujours une infime minorité qui a échappé à la soumission qui était le lot de l'immense majorité, c'est-à-dire de 99,2% au moins de la population. Donc ce statut privilégié-là n'est représentatif en rien. De la même façon, lorsque Mme Valenzy parle des archives du fisc tunisien rédigées en hébreu, mais enfin, n'importe quel historien amateur pourrait se poser la question, mais pourquoi donc les Juifs sont-ils chargés de collecter les impôts? Parce que c'est le poste le plus impopulaire qui soit, celui qui concentre sur soi toute la colère populaire. Et donc, face à une minorité déjà méprisée par le statut de dhimmi, il est évident que le pouvoir arabo-musulman a tout intérêt à confier la charge de collecte des impôts à des Juifs. Donc il y a là quelque chose d'aveugle dans l'analyse qui me surprend de la part d'une historienne chevronnée. Enfin, Mme Valency conteste en tout cas en particulier votre interprétation de ce statut de dhimmi qu'elle relativise finalement historiquement, et elle rejette le terme en tout cas de dhimmitude qui semble vous convenir par rapport à donner l'analyse de la situation. Il est toujours possible à la langue d'évoluer et de fabriquer de nouveaux termes. Je rappelle que le mot judéité est passé dans le langage courant et que ce mot n'existait pas avant Albert Memmi. Ça veut dire que ça crée effectivement quelque chose comme un concept, on va dire. Oui, c'est un concept. Effectivement, la dhimmitude, c'est le concept d'oppression en terre arabo-musulmane pour les non-musulmans sectateurs des religions du livre. En clair, les juifs et les chrétiens, parfaitement. De la même façon, je reviens sur le mot judéité. La judéité n'existait pas avant Albert Memmi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Que ça n'était pas ni le mot juif ni le mot judaïsme, c'était l'identité juive vécue comme telle. Alors, sur la dhimmitude ou sur le statut de dhimmi, qui est le statut de soumission et en même temps de protection, bien sûr que dhimma signifie protection, mais encore une fois, si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal. Et comme l'a dit Jacques Ellul dans un texte de 1983, Islam et judéo-christianisme, la protection dans un pays peuplé uniquement d'Arabes et de musulmans, ou de Berbères et de musulmans, peu importe, c'est forcément la protection de la majorité, c'est-à-dire la protection de la violence de la majorité. Donc le mot même protection pose problème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est lorsque, dans son argumentaire, Mme Valenzy dit « Oui, effectivement, le juif ne peut pas témoigner devant la justice musulmane, sa voix ne vaut rien. Mais, dit-elle, dans la justice rabbinique, la voix d'une femme ne vaut rien. Mais enfin, ce type d'amalgame n'est pas digne d'une intellectuelle, au sens où il fallait comparer, en matière de justice, entre des hommes.
Est-ce que devant la justice, la voix d'un homme juif vaut celle d'un homme musulman? Là est la question. Qu'il y ait ensuite infériorité de la femme, et pour l'islam et pour le judaïsme, c'est une chose évidemment entendue. Non, je voudrais insister quand même là-dessus. Lorsque il est dit dans cette conférence inaugurale que le mot dhimma n'existe pas avant le XIXe siècle, mais ce n'est pas parce qu'un mot n'est pas prononcé que la réalité n'existe pas. Le mot est de plus en plus prononcé au fur et à mesure que le statut de dhimmi est mis en cause. Il est contesté. Donc c'est effectivement au XIXe siècle. Donc il y a là-dessus des choses à préciser, des attaques, si vous voulez, qui restent dans le flou et qu'il faudrait préciser point par point. Alors, autre reproche général, celui-là, elle vous accuse finalement d'essentialiser cette condition, cette vie en l'islam en général. Essentialisation, ça veut dire qu'on n'en sort plus, alors que elle propose que il y a des périodes où c'est plutôt favorable, des périodes moins favorables comme aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous acceptez finalement, vous revendiquez cette position dite essentialiste? Parce qu'on pourrait... Essentialisme, c'est le nouveau terme pour signifier racisme. Essentialisme signifie qu'on a une conception de l'histoire fixiste, qui stipulerait que l'islam est une réalité culturelle qui ne peut pas évoluer, ou le judaïsme, ou le christianisme, ou le bouddhisme, tout ce que vous voudrez. Or, ce qui ne peut pas évoluer sur le fond, ce qui ne peut pas changer à échelle humaine, à l'échelle du temps humain, c'est la biologie. Donc, le racisme est de l'ordre du fixisme, oui, mais la culture est de l'ordre du changement. L'islam est une réalité culturelle. Il est donc amené, cette réalité culturelle est donc amenée à changer. Donc, le mot essentialisme, comme je l'ai dit au début de cet entretien, est une stratégie sémantique qui vise à délégitimer la parole de l'adversaire, à la plomber immédiatement sous l'accusation de racisme. Mais par définition, c'est une stupidité dans la mesure où l'essentialisme visant la culture est le monde du changement et pas le monde du fixisme. Oui. Donc je récuse totalement ce terme d'essentialisme. On peut quand même aussi essentialiser une culture. On peut dire qu'il y a une culture qui a des caractéristiques fixes. Mais par définition, c'est une stupidité dans les termes, parce que qui dit culture, fondamentalement, dit passage du temps, et le passage du temps fait que cette réalité culturelle est amenée à changer. Il n'y a aucune réalité culturelle fixe. Je prends un exemple simple dans l'histoire occidentale. Prenez une réalité élémentaire comme la conception de la mort en Occident. Est-ce que cette conception de la mort en Occident, dans l'Occident chrétien, a évolué entre le XIIe siècle et nos jours? Considérablement. Vous voyez les travaux de Michel Vauvel et surtout de Philippe Ariès sur la question. Donc il n'y a aucune attitude fixiste en la matière. Est-ce que la conception de la femme dans l'Occident chrétien a évolué? Énormément. Est-ce que la conception de l'éducation des enfants a évolué? J'en reviens à Philippe Ariès, énormément aussi. Non, mais j'ajoute une chose, mais qui est très importante sur le mot culture. C'est que il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce type d'exposé, et Mme Valency n'est pas la seule, c'est l'ignorance totale de toute anthropologie culturelle. Ça veut dire quoi, l'anthropologie culturelle, c'est étudier la façon dont les hommes pensent et se conduisent à un moment donné de leur histoire. À un moment donné de leur histoire, ça ne veut pas dire pour l'éternité. Ça veut dire que pour l'islam, par exemple, du XIXe siècle, c'est comme ça qu'ils interprètent l'islam dans certaines régions. C'est pas vrai de toutes les régions du monde musulman. Ça ne veut pas dire qu'au XXIe siècle, ils se conduiront exactement de la même façon. Pas du tout. Les choses évoluent. Regardez combien le judaïsme a profondément évolué depuis 10 siècles ou depuis 15 siècles, par exemple. Donc, cette notion d'anthropologie culturelle ou d'anthropologie tout court, elle est indispensable pour faire de l'histoire. Récuser l'anthropologie, parce qu'il s'agit de cela, au nom d'une menace d'essentialisme, c'est-à-dire l'autre nom du racisme, c'est se condamner à ne pas faire d'histoire. Voilà, ça c'est effectivement la querelle d'historien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un aspect qui n'est pas vraiment forcément une querelle d'historien, qui est l'accusation qui est portée contre vous d'un agenda politique. En gros, vous seriez là, en quelque sorte, vous rouleriez pour la droite nationaliste israélienne. Bon, évidemment, c'est une manière de délégitimer votre travail d'historien. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? L'agenda politique, voilà, j'ai noté, parce que je ne peux pas me souvenir de tout ce qui a été dit durant 50 minutes. Voici ce qu'elle dit de David Littman, de Paul Fenton, de Shmuel Trigano, de moi-même. Une vague dénonciatrice et revendicatrice. Revendicatrice, oui, c'est ça. Un peu plus loin, tout un courant qui s'est formé dont l'enjeu me paraît politique. Et elle cite un collègue américain auquel elle demande comment expliquez-vous aujourd'hui cette vague, c'est elle qui emploie ce mot, il lui répond en anglais politics. Bon. Et elle ajoute un changement de climat politique. Et comment l'explique-t-elle? Tension au Moyen-Orient, comme si c'était nouveau. Il y a 70 ans qu'il y a des tensions au Moyen-Orient. Le Likoud, la droitisation d'Israël, la droitisation
de la scène politique française. Bref, elle parle de propagande pour des motifs politiques. À ce type d'accusation, qui réduit tout un argumentaire intellectuel, toute une recherche intellectuelle à des motifs politiques, il n'y a rien à répondre, sinon qu'on est en présence d'une opération de délégitimation. C'est un peu le fameux aphorisme chinois, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Alors, au lieu de s'attaquer à ce que nous disons ou à ce que je dis, je n'ai pas à être amalgamé à ce nous informel, au lieu de s'attaquer à ce que je dis sur le plan des faits, parce que c'est cela dont il s'agit, le respect des faits. Mon ouvrage Juif en pays arabes est basé sur des tonnes et des tonnes d'archives qui ne sont pas des archives de police. Au lieu de s'attaquer aux faits, elle se demande pour qui je roule. Mais là n'est pas la question. Est-ce que je demande, moi, pour qui roule Madame Valency? Et c'est ça qui est d'autant plus frappant. C'est que, agenda politique, dit-elle, mais je constate que lors de ce colloque, André Azoulay est venu clôturer le colloque. André Azoulay, que je sache, est conseiller politique des rois du Maroc depuis Hassan II, depuis déjà 30 ans. Conseiller du roi et de son fils Mohamed VI. Je constate également que Mme Valency elle-même est liée au pouvoir tunisien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un article, je l'ai ici, sous les yeux, du journal La Croix, du 12 juin 2018. Elle est à l'origine d'un musée des Juifs de Tunisie et la journaliste de La Croix, Mélinée Le Priol, écrit, c'est d'ailleurs la ministre tunisienne du Tourisme, Selmaï Louki Rekik, qui est à l'initiative de ce projet de musée juif. Pour Lucette Valency, la ministre entend véhiculer l'image d'un pays tolérant et ouvert. Alors, dit la journaliste, que la Tunisie a été l'un des premiers exportateurs de combattants djihadistes en Syrie et en Irak ces dernières années, tandis que le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des municipales du mois de mai 2018. Les obstacles politiques demeurent sur place pour l'ouverture d'un tel musée, mais l'association née en France dit avoir confiance en ses partenaires en Tunisie. Voilà, bon, que je sache, l'agenda politique, il est ici. J'ajoute même que dans son ouvrage Juifs et musulmans en Algérie, elle parle vers la fin du livre du délit de faciès et d'islamophobie qui sévissent aujourd'hui en France, qui prolonge le racisme colonial et le harcèlement anti-arabe des années 30-60. Le mot islamophobie lui-même est un terme connoté politiquement, parce que tout le monde sait que ça n'existe pas, sinon le blasphème anti-musulman. Alors justement, je m'interrogeais pour finir, peut-être j'aurais Ben Soussan sur le fond. Bon, on a vu qu'il y avait sans doute des différences d'appréciation sur l'histoire, mais on a le sentiment qu'au-delà de ce débat d'historien, il y a une polémique qui est peut-être plus fondamentale sur la manière aussi de percevoir son identité juive. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, probablement. On pourrait dire que Mme Valency, si elle me passe l'expression, essentialise en quelque sorte un petit peu la position du juif en exil, qui serait la position normale, si je puis dire, de l'identité juive. Et puis vous qui considérez, parce que vous êtes finalement plus sioniste, on va dire, c'est pas un gros mot, qui avez une vision plus évolutive de cette identité juive. Est-ce que vous diriez cela? Ce que pose ce type de conférence inaugurale, c'est évidemment un problème qui va bien au-delà des personnes, ça n'a aucun intérêt. Bon, je n'ai rien contre Mme Valency, je respecte son travail d'historienne par ailleurs, j'ai cité Juifs et musulmans en Algérie, qui est un bon livre. Bon. Non, ça pose un véritable problème quant à l'avenir de la diaspora aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie être un juif en diaspora aujourd'hui dans une doxa qui est très largement marquée par un climat anti-sioniste. Je ne dis pas anti-israélien lié à Netanyahou, tout ça, tout le monde connaît ce type de discours. Non, une doxa anti-sioniste sous le sens où le sionisme est assimilé au monde blanc, au monde dominant, au monde d'oppression, et on voit d'ailleurs toute une partie de la jeunesse américaine, y compris juive, participer à ce type de dérive idéologique. Bon, mais au-delà de cela, c'est un problème de fond et qui ne fait que commencer, à mon avis, et qui augure mal de l'avenir des diasporas en Occident et en particulier en Europe pour ce qu'il en reste. Parce que vous savez qu'il n'y a plus que 9% des Juifs du monde qui vivent en Europe. Au-delà, ce qui me frappe dans cette conférence inaugurale, qui n'en est pas une sur le fond, c'est l'absence totale des classes populaires dans cet exposé. On nous parle des bourgeoisies ici, des bourgeoisies là, des minorités privilégiées, tout ça est parfaitement vrai, ça représente moins de 1% des communautés juives. Le sort des minorités juives, des majorités juives, est totalement ignoré. Et ce qui m'a frappé dans ce type de discours, c'est l'absence totale de la référence à Albert Memmi, qui est un compatriote, un juif tunisien comme elle, par exemple. Deuxième point qui m'a frappé aussi, c'est que quand on écoute ce type de discours,
eh bien, ça ne peut que corroborer ce que j'avais déjà expliqué en 2012, que j'ai réexpliqué en publiant Les Juifs du monde arabe. La mémoire est toujours socialement stratifiée. Il n'y a pas une mémoire des Juifs du monde arabe, il y a des mémoires. Il y a une mémoire populaire, c'est celle d'Albert Memmi. Il y a une mémoire bourgeoise, c'est celle de Lucette Valenzi et de ses pairs, si vous voulez. Et ces milieux populaires, la Khaha de Tunis, la Goulette, le Mela de Marrakech ou d'ailleurs, c'est totalement inconnu dans son discours. Je voudrais simplement revenir à Albert Memmi, décédé l'an dernier. Que disait-il en 1974 ? Et c'est le grand absent de ce colloque. Il écrivait ceci : « La fameuse vie idyllique des Juifs dans les pays arabes, c'est un mythe. La vérité, puisqu'on m'oblige à y revenir, est que nous étions d'abord une minorité dans un milieu hostile. Jamais, je dis bien jamais, les Juifs n'ont vécu en pays arabes autrement que comme des gens diminués. » Et il ajoute un peu plus loin que la colonisation a largement libéré les minorités juives et qu'elles ont vu dans la colonisation, je cite, une garantie de survie. C'est toujours dans le même texte, préface à Juifs et Arabes, publié chez Gallimard en 1974. Et enfin, il ajoute ceci. Tout se passe comme s'il n'existait qu'un Orient musulman et une diaspora d'Occident, comme s'il n'y avait qu'une revendication arabe musulmane face à un Occident représenté par les Juifs. Non, les masses musulmanes, effectivement, ont été parmi les plus pauvres de la planète, et les nôtres, demande Memmi. Qui a pu visiter l'un de nos ghettos sans effroi ? Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, une ardoise à présenter au monde ? Les Arabes furent colonisés, c'est vrai, mais nous donc, qu'avons-nous été pendant des siècles, sinon dominés, humiliés, menacés et périodiquement massacrés ? Et par qui n'est-il pas temps que nous nous entendions là-dessus ? Par les Arabes musulmans. Fermez les guillemets, 1974. Qui, dans ce colloque, a demandé des comptes à Albert Memmi ? Personne à ma connaissance. Donc je crois, si je dois conclure, si vous voulez, je dois conclure Je pense qu'il faut conclure. Que cet exposé de Madame Valency est un peu l'illustration du mot extraordinaire de Pierre Bourdieu dans Méditation pascalienne. Elle est l'illustration même d'une connaissance qui ne se connaît pas comme connaissance. C'est-à-dire d'une position bourgeoise de surplomb, une position qui regarde socialement de très haut certaines réalités et qui regarde même également de façon universitaire avec mépris ceux qu'elle ne considère pas comme des collègues. Je remarque que dans son exposé vers la fin, elle a parlé à 2 reprises des historiens légitimes et des historiens de métier. Qu'est-ce que ça veut dire, historien légitime, historien de métier ? Ça veut dire qu'au mépris de classe sous-jacent, et dont elle n'est peut-être sans doute pas consciente, puisque c'est une femme de gauche, j'imagine, et de progrès, s'ajoute un mépris de caste académique entre historiens légitimes et historiens non légitimes. Et d'une certaine façon, ce qu'elle reproche à ces historiens non légitimes, c'est d'être des insolents qui viennent, qui pénètrent sur un champ académique qui lui est réservé à elle et à ses pairs. Merci. Georges Bentoussan. Peut-être qu'il faudra quand même, quand le temps sera un petit peu passé, faire un débat avec Mme Valency, pourquoi pas, sur ce thème-là ou sur d'autres, diffusé par Academ. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation de répondre donc à cette conférence et à ce colloque que vous pouvez donc retrouver intégralement, je le rappelle, sur ce site Academ. Merci beaucoup pour votre attention.